L'achalasie de l'œsophage, c'est une maladie d'éthologie inconnue. Elle est caractérisée encore à l'heure actuelle par quand même des données de manométrie. Les statismes du corps de l'œsophage avec un défaut de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage suite à une déglutition. C'est en réponse à une déglutition. Et vous comprenez aisément que lorsque l'on déglutit et que le bol alimentaire ne franchit pas le cardiaque, donc il y a un défaut de relaxation, que le bol alimentaire ne progresse pas dans l'œsophage, il s'accumule, donc il crée une stase alimentaire qui va, bien évidemment, progressivement distendre l'œsophage, entraîner ce que l'on appelait précédemment le méga-œsophage idiopathique, qui est un synonyme de l'achalasie de l'œsophage. Du point de vue anatomique, si vous avez compris la définition, l'anatomopathologie en découle. Nous avons dit stase alimentaire, sphincter inférieur de l'œsophage ne se relâche pas, donc accumulation progressive va entraîner une dilatation de l'œsophage et un allongement du corps de l'œsophage, avec une infiltration progressive de fibrose entraînant un épaississement de sa paroi. Donc c'est simple, lorsque l'on a bien compris la définition, l'entité nosologique, on peut comprendre aisément les données anatomopathologiques. Du point de vue microscopique, la donnée essentielle repose sur la raréfaction jusqu'à la disparition totale des plexus mi-entériques de Messner et Auerbach. S'y associe aussi un épaississement, comme je vous l'ai dit précédemment, de la couche musculaire œsophagienne, infiltrée par de la fibrose, et des lésions dégénératives de l'innervation extrinsèque. La pathogénie, qu'en est-il? Elle est encore mal connue. Il y a quand même 4 hypothèses qui ont été proposées. Composante génétique, premièrement. Pourquoi propose-t-on une implication génétique? Il a été mis en évidence une forme familiale d'achalasie de l'œsophage. Il a été aussi répertorié 1 à 2 cas de jumeaux monozygotes présentant tous les deux une achalasie de l'œsophage. Enfin, certains cas cliniques ont été rapportés de patients présentant une achalasie de l'œsophage avec certaines maladies connues comme génétiques, telles que le syndrome de Algrove, qui est une maladie à transmission autosomique récessive. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas du tout de conseil génétique, de gènes déterminés reposant sur lequel repose un dépistage de l'achalasie de l'œsophage. Deuxième hypothèse, c'est une affection auto-immune. Celle-ci a été émise car lorsqu'il a été étudié les biopsies des fragments œsophagiens, il y a une forte infiltration inflammatoire, notamment de lymphocytaires. Ceci orienté peut-être vers une réaction auto-immune. Mais à l'heure actuelle, il n'existe pas de marqueur précis d'anticorps qui pourrait faire la signature de cette entité. Processus nerveux dégénératif pourrait représenter un mécanisme évolutif, comme il est dans tout le corps, la dégénérescence, la sénescence progressive. Enfin, une origine infectieuse qui impliquerait un virus neurotoxique ou un autre organisme pathogène qui présenterait des antigènes croisés avec les cellules de Messner et Auerbach et entraînerait donc une réaction d'antigénicité croisée. Ce sont des hypothèses, aucune n'est formelle, et elles sont peut-être probablement toutes intriquées, comme nous le verrons dans la diapo schématique synthétique. Du point de vue physiopathologie, le problème, c'est qu'il existe un défaut de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage. Cette relaxation est assurée par les fibres inhibitrices non adrénergiques, non cholinergiques du sphincter de l'œsophage. Sur ce schéma, vous voyez représenté de façon schématique, donc, là, ce sphincter inférieur de l'œsophage, représenté par le lower esophageal sphincter, et vous voyez là la commande neurovagale. Vous voyez que la commande vagale cholinergique est une commande excitatrice qui permet la contraction du sphincter inférieur de l'œsophage. La commande à ce niveau-là, qui est nitrergique, qui est NOVIP dépendante, est une commande inhibitrice qui entraîne une relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage. Au cours de l'achalasie, il y a conservation de la commande vagale cholinergique excitatrice. Donc, il y a bien contraction du sphincter inférieur de l'œsophage. Par contre, il y a
déficience de la commande vagale inhibitrice. Donc, il n'y a pas le relâchement. Ceci nous permet de comprendre que nous avons un sphincter en position contractée, puisque cette commande cholinergique est présente au cours de l'achalasie, et la commande inhibitrice de relâchement est absente. Et donc, comme je vous le disais précédemment, nous allons simplifier, synthétiser ces données de pathogénie par le schéma suivant. Donc, nous avons dit, probablement, première des hypothèses, qu'il existerait un facteur environnemental extrinsèque, peut-être viral, qui entraînerait une réaction au niveau des plexus méentériques chez un patient prédisposé génétiquement. Cette inflammation devient chronique, elle pourrait être entretenue par une auto-immunité, des anticorps type plexus méentérique, entraînant des réactions inflammatoires, névriques, ganglioniques, et une destruction des fibres nerveuses, notamment inhibitrices nucléergiques, avec de la fibrose. Et nous sommes là, dans l'achalasie classique. Lorsque les phénomènes inflammatoires sont majeurs et sont importants, on a ce qu'on appelle précédemment l'achalasie fibreuse, c'est-à-dire la composante douloureuse est exacerbée. Donc vous l'avez bien vu, nous avons réuni toutes les données des hypothèses de pathogénie, nous avons réuni la donnée de physiopathologie qui a impliqué la destruction des fibres nerveuses inhibitrices, et nous sommes arrivés à notre achalasie classique, que nous allons donc voir maintenant plus simplement. Donc là, nous avons vu des choses un peu compliquées. Donc là, c'est de données simples, que vous allez facilement intégrer, comprendre. Les données d'épidémiologie, malheureusement, nous ne disposons pas en Algérie, même pas dans l'Algérois, même pas à Alger, de registres répertoriant la prévalence, l'incidence des troubles moteurs de l'œsophage. Nous nous reposerons sur une donnée occidentale qui montre, comme je vous disais déjà précédemment, qu'il existe une faible incidence de ces pathologies. Ce sont des pathologies très très rares. Nous les voyons nous-mêmes parce que nous sommes un centre tertiaire, super spécialisé, et nous avons un billet de recrutement. Mais ça ne court pas les rues, et finalement, c'est quand même l'achalasie qui est 3 fois plus fréquente que les précédentes. Donc vous voyez que ce sont des pathologies extrêmement rares, avec une incidence de 0,8 100 000 habitants par an. Elle peut survenir à tous âges. Elle est rare chez l'enfant. Elle peut survenir aussi bien chez l'homme et la femme, et je vous ai dit qu'il y avait une possibilité de contexte familial chez 1 à 2% des patients. Du point de vue clinique, on oppose 2 stades. Un stade précoce, où vous, qui m'écoutez présentement, externe, êtes acteurs principaux. Vous avez assisté au cours, donc dès à présent, vous pourrez être attentif, réceptif à des signes mineurs, des troubles de la déglutition mineure, intermittents, une petite gêne au niveau juxtaxiphoïdien à la déglutition, un petit accrochage, des douleurs intermittentes, des piqûres. Donc, lorsque vous interrogez vos patients, lorsqu'ils vous rapportent des troubles, il faut être attentif, il faut savoir rebondir, il ne faut pas négliger. Donc là, je n'ai nul doute que ceux qui assistent à ce cours seront plus vigilants que ceux qui n'ont pas assisté. Parce que lorsqu'on arrive à un stade avancé, le patient lui-même fait son diagnostic. Il ne peut pas manger. C'est une dysphagie, qui est le symptôme le plus fréquent. C'est une dysphagie qui est dite de façon livresque, classique, académique, paradoxale. Elle est intermittente, elle est capricieuse, elle est spasmodique, elle porte d'abord sur les liquides, puis sur les solides, puis elle évolue progressivement jusqu'à devenir quasi permanente. Mais en fait, toutes sortes de dysphagies peuvent mettre en évidence une achalasie de l'œsophage. À côté de cet symptôme principal, il existe des situations où se rajoutent des régurgitations, des douleurs thoraciques et un amaigrissement. Donc ça, c'est le stade avancé. Par contre, il faut quand même savoir que si on n'est pas attentif, très tôt, le délai de diagnostic est assez retardé jusqu'à 7 ans pour faire le diagnostic chez un patient ayant eu des symptômes mineurs. Et les symptômes, bien évidemment, principaux, comme vous voyez sur ce tableau, dans plus de 90% des cas, c'est la dysphagie, mais on est déjà à un stade avancé lorsqu'elle est bien installée. Donc là, c'est peut-être 4-5 ans d'évolution de sa pathologie. L'examen physique n'apporte peu d'éléments au diagnostic, finalement. On a un grand intérêt, par contre, pour rechercher des signes de carence. Vous savez fort bien, le patient mange difficilement, il va aller jusqu'à ne plus manger. Ce qu'il mange n'est finalement pas livré à l'estomac, à l'intestin grêle, qui sont les centres, bien sûr, de la digestion, de l'absorption, de l'assimilation, donc qui va permettre à l'organisme de fonctionner. S'ensuit progressivement l'altération de l'état général.
Comme je vous l'ai dit précédemment, le carrefour laryngopharyngien est un carrefour commun aux voies respiratoires et au tube digestif. Donc, il peut facilement y avoir des contaminations par microaspiration des voies respiratoires, des complications pulmonaires qu'il faut rechercher lors de notre examen physique. Il faut faire un examen complet. Pourquoi donc? Parce que je vous l'ai dit déjà dès la première diapositive, nous avons les troubles primitifs, ceux que nous étudions actuellement, mais il faut savoir aussi reconnaître que nous sommes dans un trouble moteur peut-être sous-jacent. Donc il faut savoir si le patient n'a pas de troubles neurologiques, s'il ne fait pas des troubles musculaires, s'il n'est pas éthylique. Donc tout ça, il faut faire une analyse, l'examen clinique, un interrogatoire minutieux pour rechercher une pathologie sous-jacente qui permettra rapidement d'orienter le patient vers le spécialiste qui sera plus efficace pour lui. Bien évidemment, il faudra rechercher tout art associé, sachant que le patient sera sujet à un traitement, parfois chirurgical, parfois lourd, qui nécessitera donc de connaître les limites, les indications, les contre-indications à certaines stratégies thérapeutiques. Nous arrivons au chapitre des examens complémentaires. Nous allons les voir pas à pas, des plus simples aux plus spécialisés. Donc les plus simples, où que vous soyez, où que vous exerciez, que vous soyez spécialiste, que vous soyez médecin généraliste, que vous soyez spécialiste d'une autre spécialité, vous pourrez toujours les pratiquer, définir qu'il y a probablement une acalasie de l'œsophage et orienter dans un second temps vos patients vers un expert, vers un centre tertiaire. L'examen le plus simple que vous pourrez trouver à tous les endroits, c'est-à-dire même dans les contrées les plus excentrées de l'Algérie, un téléthorax et un abdomen sans préparation. Ils vous permettront de rechercher s'il y a une poche à air gastrique générale, vu que le sphincter inférieur de l'œsophage est hypertonique et contracté, il y a peu de facilité de déglutir une grande quantité d'air. Donc, il y a absence de la poche à air gastrique. Il y a élargissement du médiastin. Vous avez vu précédemment, je vous avais signalé l'allongement, la dilatation de l'œsophage, ce qui va se traduire par un élargissement du médiastin. Il faudra rechercher l'existence de niveaux microbiériques, notamment lorsqu'il y a une stase, une triangulation des fois microbienne, donc il va y avoir un niveau solide, un niveau liquide. Et enfin, les complications bronchopulmonaires, les pneumopathies, ça peut aller jusqu'à la fibrose qui peut évoluer de façon insidieuse. L'examen donc est aisé et peut vous permettre déjà d'attirer votre attention. Deuxième examen qui peut être aussi réalisé dans des endroits assez excentrés, c'est un transit baryté de l'œsophage. Il nécessite quoi? D'abord un service de radiologie, un peu de baryte, et puis on prend des clichés. L'examen est intéressant parce qu'il permet de voir deux images caractéristiques. C'est la dilatation du corps de l'œsophage, que l'on appelle un aspect en chaussette parce qu'il est très étiré et très flexible. Et la deuxième image, c'est ce qu'on appelle l'image en queue de radis, qui est représentée par cette image effilée, ce rétrécissement, qui a quand même des caractéristiques à retenir. C'est un rétrécissement centré, régulier, qui se raccorde en angle obtus, donc qui nous permet quand même d'écarter certains diagnostics, notamment l'appréhension d'une néoplasie. Cet examen baryté de l'œsophage est très intéressant, surtout lorsqu'on ne dispose pas d'examens plus sophistiqués. Il peut orienter quand même assez aisément le diagnostic d'acalasie de l'œsophage, mais surtout lorsqu'il est réalisé dans un timing assez particulier et bien codifié. On réalise radio à 1 minute de l'ingestion du bol baryté, à 2 minutes et à 5 minutes. Et on mesure la colonne de baryte persistante après le temps imparti. Et le facteur prédictif de réponse au traitement, et lorsqu'il existe une rétention barytée, le présente encore après 5 minutes après l'ingestion. Ça sera probablement une mauvaise réponse thérapeutique au traitement proposé. Donc vous voyez, en faisant cet examen simple disponible, on peut s'orienter du point de vue diagnostic et on peut orienter aussi vers le point de vue thérapeutique. Donc il ne faut pas négliger les examens simples et sauter directement aux choses plus compliquées. Bien évidemment, actuellement, l'examen de première intention, c'est la fibroscopie digestive. Je pense que ce soit dans des services hospitaliers ou même au privé. Pratiquement toutes les grandes villes ou les petites villes disposent quand même d'un gastro-entérologue ou d'un interniste qui peut réaliser une fibroscopie. Permettra d'objectiver la présence d'un œsophage dilaté. Rappelez-vous,
ce dont je vous ai parlé concernant l'anapathe, concernant la clinique, permettra de voir de la stase alimentaire, un aspect spastique hypertonique du sphincter inférieur de l'œsophage, avec cette image caractéristique qu'on appelle l'aspect en rosette du cardia, qui met en évidence la convergence des plis du cardia vers le centre ponctuel qui est la lumière œsophagienne. Cet aspect assez caractéristique, mais il ne faut pas perdre de vue au cours de la calcite de l'œsophage, une fibroscopie peut être normale dans 45% des cas. Donc, n'écartez pas le diagnostic, même si vous avez une fibroscopie œsogastro-duodénale normale. Vous avez donc une sténose. Un endoscopiste avisé, précautionneux, tentera le passage vers l'estomac et obtiendra ce qu'on appelle un signe du ressaut, c'est-à-dire un petit ressaut lors du franchissement de ce cardia. C'est assez caractéristique, ce n'est pas pathognomonique et ce n'est pas systématique. Donc, si ça n'existe pas, il ne faut pas non plus écarter le diagnostic dès qu'elle est du cardia. Ce qu'il faut surtout ne pas omettre de réaliser lorsqu'on a une fibroscopie, fait réaliser dans le cas de suspicion d'un trouble moteur de l'œsophage, notamment calcite de cardia, c'est de réaliser des biopsies. Pourquoi réaliser ces biopsies? Il faut, dans un premier temps, éliminer ce qu'on appelle l'œsophagite à eosinéphrine, surtout s'il s'agit d'un sujet jeune, d'un sujet qui a un terrain atopique, d'un sujet qui a une fibroscopie normale, qui a des antécédents d'impaction alimentaire. Très probablement, nous sommes dans une situation d'œsophagite à eosinophile qui ne pourra être confirmée qu'avec les biopsies de l'œsophage selon un protocole bien codifié. Nous ne rentrerons pas présentement dans ces détails. Deuxième intérêt de ces biopsies œsophagiennes, c'est de rechercher un éventuel cancer de l'œsophage greffé sur une achalasie. Et j'attire votre attention dès à présent sur le fait que l'achalasie de l'œsophage est un état précancéreux œsophagien. Nous verrons cela dans les complications. Donc, vous voyez, cet examen apporte beaucoup d'informations. Mais finalement, l'examen de référence, l'examen, le gold standard, comme on dit en anglais, est la manométrie œsophagienne. Je vais faire peut-être un petit peu de rappel. Donc là, en effet, j'attire votre attention et je vous demande de vous reconcentrer. C'est le deuxième petit passage plus délicat parce que plus nouveau pour vous. Nous avons deux types de manométrie disponibles à l'heure actuelle. Nous avons ce que nous appelons la manométrie conventionnelle, classique, une manométrie perfusée, hydraulique, bidirectionnelle et qui comprend que 8 capteurs de pression. Côté de cette manométrie conventionnelle, il y a la fameuse manométrie à haute résolution, celle dont je vous ai parlé précédemment, celle sur laquelle repose la classification de Chicago, celle à laquelle vous allez être confronté jeune externe lorsque vous serez dans la pratique, dans la vie quotidienne. Donc celle-là, il ne faut pas la négliger. D'accord? C'est la manométrie à haute résolution. Manométrie repose sur un système magnétique, solide, temporospatial, et qui a quand même 36 capteurs, ce qui augmente la performance. Cette manométrie peut être réalisée soit de manière conventionnelle, soit de manière plus moderne, donc qui est la manométrie à haute résolution, et elle permet d'enregistrer quoi finalement? Elle permet d'enregistrer la pression au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage, sphincter inférieur de l'œsophage. Elle permet d'enregistrer le relâchement du sphincter supérieur de l'œsophage, du sphincter inférieur de l'œsophage, et elle permet d'analyser le péristatisme du corps de l'œsophage, donc la motricité de l'œsophage. De façon schématique, nous avons là donc cet œsophage avec son sphincter supérieur, son sphincter inférieur, son corps comme je l'ai précédemment expliqué. Lors de la déglutition d'un bol alimentaire. En manométrie, on prend en général un liquide, c'est en général 5 cc d'eau que l'on fait déglutir au patient. On induit donc des phénomènes moteurs, on induit donc une déglutition, swallowing en anglais. Il y a donc relâchement du sphincter supérieur de l'œsophage, qui génère l'induction d'un péristatisme, qui est composé d'ondes péristatiques œsophagiennes. Ces ondes ont 4 caractéristiques. Concentrez-vous. Elles sont monomorphes, un seul pic. Elles sont propagées, dans le sens oro-aporal. Elles sont une durée bien définie inférieure à 6 secondes. Et elles ont une amplitude définie en millimètres de mercure ou en centimètres d'eau.
Après avoir analysé le corps de l'œsophage, se péristaltise. On passe au sphincter inférieur de l'œsophage qui a une pression bien définie à la fermeture, donc c'est la pression basale. Lors de la déglutition, s'ensuit immédiatement une relaxation de ce sphincter de l'inférieur de l'œsophage qui revient à la normale après un ouverture. Donc ça, c'est un schéma qui vous montre au décours d'une déglutition, relaxation du sphincter supérieur de l'œsophage, propagation de l'onde péristaltique selon les 4 caractéristiques que je vous ai données, relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage et retour à la normale. En manométrie conventionnelle, il existe le même phénomène, c'est-à-dire déglutition, ici, le sphincter supérieur de l'œsophage se relâche, onde péristaltique se propage, comme vous voyez, monomorphe, le temps est calculé, la pression est à calculer, et cette onde péristaltique se propage tout le long de l'œsophage. S'ensuit une relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage avec un overshoot et un retour à la pression basale. Donc, c'est un tracé normal de manométrie conventionnelle. Nous avons dit que la manométrie à haute résolution est une manométrie qui est une représentation temporo-spatiale, donc plus précise. Elle permet aussi une analyse plus fine, plus minutieuse, puisqu'elle a davantage de capteurs. Et voilà une représentation schématique d'un tracé normal en manométrie à haute résolution. On va y aller doucement. Nous avons là 2 zones d'hyperpression que vous voyez schématisées par une échelle colorimétrique sur le côté. Plus les couleurs sont rouges ou violet, plus la pression est haute. Plus les couleurs sont bleu, vert, plus la pression est basse. C'est une appréciation colorimétrique qualitative. Il existe bien évidemment une appréciation quantitative, chiffrée, qui est un peu compliquée. Nous ne rentrerons pas dans ces détails dans cette conférence, c'est un cours externe. La manométrie à haute résolution est quand même assez spécialisée. Nous avons donc 2 zones de haute pression, une en haut, une en bas. Facilement, vous en déduisez, correspondent au sphincter supérieur de l'œsophage, au sphincter inférieur de l'œsophage. Nous avons donc notre patient qui a pris sa déglutition. Il y a quoi? Ouverture, interruption donc de cette zone de haute pression qui correspond à l'ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage. Nous avons une progression de l'onde péristaltique, comme vous le voyez, elle est propagée tout le long de l'œsophage, qui est située dans cette zone thoracique. Nous avons, s'ensuit la déglutition, un relâchement du sphincter inférieur de l'œsophage, et là, plus bas, nous tombons dans la zone gastrique. Donc, nous avons 2 zones, thoracique, gastrique. La thoracique, elle est représentée entre le sphincter supérieur de l'œsophage et le sphincter inférieur de l'œsophage, et en dessous du sphincter inférieur de l'œsophage, c'est la zone abdominale. Donc, je vous invite à vous familiariser avec cette photo. C'est un tracé normal. 2 zones de pression, je répète, mais c'est dans la répétition que l'apprentissage se fait le mieux. Une zone haute, qui est celle, bien évidemment, du sphincter supérieur. La zone basse du sphincter inférieur. Relâchement lorsque l'on déglutit, premièrement, de la zone haute, donc relâchement du SSO. Propagation de l'onde péristatique. Relâchement de la zone basse, donc relâchement du SIO. Et propagation du bol alimentaire jusqu'à l'estomac. D'accord? Je vous laisse un peu de temps pour intégrer cette donnée et intégrer ces images. Au cours de l'achalasie de l'œsophage, la manométrie, je vous l'ai dit, le gold standard. C'est l'élément fondamental le plus spécifique au diagnostic. On décrit 3 anomalies centrales, 3 anomalies majeures, 3 anomalies fondamentales. Première anomalie, c'est l'absence du péristatisme œsophagien et la manométrie œsophagienne a une sensibilité de 97% pour mettre en évidence cette absence de péristatisme. Deuxième élément du trépied manométrique diagnostique de l'achalasie de l'œsophage est ce qu'on appelle l'augmentation de la pression basale du SI. Donc une hyperpression basale du sphincter inférieur de l'œsophage. La troisième anomalie, c'est comme je vous l'ai dit, comme on l'a cessé de le répéter, c'est un défaut de relaxation du SI. C'est-à-dire une relaxation incomplète, voire absente. Et ceci ne peut se concevoir qu'en réponse à une déglutition. Il ne devrait pas exister de manifestation motrice spontanée hors déglutition. Du point de vue schématique,
On va commencer par un schéma simple que l'on a vu, donc ça ne fait qu'encore un rappel. Voilà notre œsophage, voilà notre estomac, voilà notre sphincter inférieur de l'œsophage, LES, Lower Esophageal Sphincter, les capteurs 1, capteur 2, capteur 3. Les 1 et 2 vont capter les ondes dans le corps d'œsophage, le troisième va capter la pression et le relâchement du sphincter inférieur de l'œsophage. Sujet normal, une déglutition, une onde émise, après relâchement bien sûr du sphincter supérieur de l'œsophage, mais là, je ne l'ai pas enregistré. Donc, une onde émise qui va créer donc un péristaltisme œsophagien moteur propagé. Cette onde, comme je vous l'ai dit, monomorphe, une durée bien précise dans les normes, une amplitude bien précise dans les normes, et elle est propagée. Donc, parfaitement dans ce que nous avons revu précédemment. Concernant le sphincter inférieur de l'œsophage, nous avons donc une pression basale qui permet sa fermeture. Lors de la déglutition, s'ensuit un relâchement qui permet le passage du bol alimentaire, puis un retour à la normale avec un overshoot qui crée une zone d'inexcitabilité. D'accord? C'est le schéma normal d'un individu en manométrie classique. Donc, au cours de l'achalasie, vous allez reprendre pas à pas. Le patient déglutit. Qu'est-ce que nous avons dit? Absence de péristaltisme œsophagien propagé. Tel est le cas, non? Nous avons absence d'ondes péristatiques propagées. Ce sont des petites impulsions qui ne sont ni propagées, qui sont synchrones et qui n'ont ni les caractéristiques temporelles de pression des ondes péristatiques normales. Nous avons le deuxième élément fondamental, une hyperpression basale, alors que la normale, vous le voyez, elle est plus basse. Et le troisième élément, c'est un défaut de relaxation complète du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, de façon schématique, je vous ai bien démontré que le trépied des symptômes des données manométriques est bien défini bien l'achalasie présentement représentée ici. En manométrie conventionnelle, on retrouve la même chose. Voilà une déglutition qui est encadrée, des petites ondes qu'on appelle non propagées. Ce sont des ondes qui sont simultanées, qui se voient sur tous les enregistrements à tous les niveaux des 6 capteurs de l'œsophage. Et vous voyez au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage l'absence de relâchement. D'accord? Donc, on voit bien, pas de péristatisme, absence de relâchement. On signe ainsi, lorsqu'on a enregistré cette manométrie chez le patient, une probable achalasie du cardiaque. En manométrie à haute résolution, n'oubliez pas, vous serez confrontés, vous, votre génération, à la manométrie à haute résolution. Je vous ai remis sur le petit côté une manométrie normale, 2 zones de pression. La haute, c'est le sphincter supérieur, la base, l'inférieur. Ils sont relâchés au décours de la déglutition. Et il y a la longe péristatique propagée. Au cours de l'achalasie, vous allez comprendre après pourquoi je vous ai mis un S. On a dit, si vous vous rappelez la classification de Chicago, on tient compte essentiellement de 2 éléments. La pression du sphincter inférieur de l'œsophage, ou la PRI en manométrie à haute résolution, la pression de relaxation intégrée de 4 secondes, qui est absente, son relâchement est absent, elle est supérieure à 15 mm de mercure, et l'absence de péristatisme au niveau du corps de l'œsophage. Il n'y a pas de péristatisme normal. Comme vous le voyez, au niveau du premier schéma, nous avons la zone de pression, haute pression, du sphincter supérieur de l'œsophage, qui correspond à cette zone-là. Il y a bien eu une déglutition et un relâchement. En effet, à aucun moment de la définition, je vous ai dit qu'il y avait une perturbation ou un trouble du sphincter supérieur de l'œsophage au cours de l'achalasie. Donc, ça fonctionne normal. Nous passons au sphincter inférieur de l'œsophage. Je vous ai dit, pour une manométrie normale à haute résolution, c'est une zone de haute pression qui ferme le sphincter inférieur de l'œsophage et qui ne se s'ouvre que pour laisser passer le bol alimentaire. Sinon, nous serons en permanence en reflux. Comme vous le voyez, au niveau de l'achalasie, nous avons absence de relaxation de la jonction œsogastrique. Concernant le péristatisme que vous voyez là sur le schéma synthétique d'une tracée normale, il y a totalement absence de tout signe
de péristatisme au niveau de la cavité thoracique. Donc, il n'y a pas de péristatisme œsophagien. Il y a 100% de contraction absente, ce qui définit ainsi le type 1 en manométrie à haute résolution de l'achalasie du quartier. Deuxième schéma. Nous avons la zone de haute pression. OK? Patient déglutit, il s'ouvre. C'est la même chose que tout à l'heure, on n'a pas dit qu'il y avait des anomalies du sphincter supérieur œsophage. La jonction œsogastrique. D'accord? Son PRI est supérieur à 15. Donc, il est en hypertonie et il n'y a pas de relaxation. C'est déjà une première donnée de diagnostic d'achalasie. Deuxième donnée, nous avons l'absence de péristatisme propagé. Nous avons une colonne de pressurisation, c'est-à-dire une zone de haute pression qui n'est pas propagée, qui n'est pas un péristatisme normal et qui définit ainsi le type 2 de l'achalasie de l'œsophage. Une pressurisation pan-œsophagienne de plus de 20%. Dans le type 3, nous reprenons pas ce qui est sphinctérien, je pense que vous avez très bien compris, il existe quelques fragments encore de contraction distale fonctionnelle, et là, ça définit le type 3. Pourquoi je vous définis ces trois types d'achalasie? Même si vous êtes des externes, c'est parce que vous allez être confrontés à la manométrie à haute résolution, et surtout parce qu'il y a un impact important, notamment en matière de stratégie thérapeutique. De nombreuses études, et là je vous ai repris une étude multicentrique européenne qui a été réalisée en 2013, montrent clairement que en fonction du type d'achalasie, la réponse à la thérapeutique proposée n'est pas identique. Ainsi, cette étude nous permet de voir deux éléments fondamentaux dans ce groupe de patients. C'est que, le type le plus fréquent, c'est le type 2. Le type le moins fréquent d'achalasie, c'est le type 3. Deuxièmement, il permet de voir que les patients présentant un type 2 d'achalasie répondront dans 100% des cas pratiquement à la dilatation pneumatique. Ils répondront bien aussi à la chirurgie. Parce que les patients qui ont un type 3 répondront pas bien à la dilatation, moins d'un patient sur deux, et répondront très bien à la chirurgie. Donc déjà, on voit à qui on va proposer telle ou telle stratégie thérapeutique. Le type 1 est un type qui est assez fréquent, 80%, et qui donne des résultats assez identiques en matière de dilatation qu'en matière de chirurgie. Là, il faudra faire intervenir d'autres facteurs pour proposer la stratégie thérapeutique adéquate, comme nous allons le voir dans les plats qui suivent. À côté de cette manométrie à haute résolution, on peut coupler une impédance-métrie, mais c'est très spécialisé. En pratique courante, ça se fait pas encore de façon systématique. Permettra de voir en même temps les défects de la pression et des relâchements et le bolus qui est incarcéré et qui a une anomalie de son transit. Mais ça, c'est vraiment surspécialisé. Enfin, pour finir, les examens complémentaires, on peut demander aussi une écho-endoscopie, un scanner thoraco-abdominal, qui va montrer un épaississement, comme je vous l'ai précédemment précisé dans les données d'anatomopathologie, qui est en lien avec cette hypertrophie musculaire de l'œsophage, des cousses musculaires à 5 à 10 cm de la jonction œsogastrique. Elle est plus importante et plus fréquemment observée pour des maladies du spasme diffus. Et elle n'est pas donc spécifique de l'achalasie. Mais elle peut orienter quand même vers un trouble moteur l'un ou l'autre et donc amener le médecin à aller plus en-delà des explorations. Les complications, c'est facile, on a vu toutes les conséquences par les données anatomiques, les données physiologiques. Lorsqu'il y a de la stase, on va avoir des œsophagites, bien évidemment. On a vu la contiguïté et la proximité des l'arbre respiratoire, donc des complications respiratoires cherchées systématiquement, qui peuvent aller d'une simple toux à des surinfections, carrément d'insuffisance respiratoire, dans certains cas même de la fibrose qui évolue à bas bruit. Perforation de l'œsophage. L'évolution, bien évidemment, lorsque le patient est dénutri et que le diagnostic est tardif et qu'il ne consulte pas assez tôt, c'est l'amaigrissement jusqu'à la cachexie. Et précédemment, je vous ai dit qu'il s'agissait d'un état prénéoplasique, donc il peut s'agir d'une dégénérescence observée chez 2 à 7% des patients, avec une évolution, bien évidemment, de 15 à 20 ans.
après pas le diagnostic, après les premiers symptômes. C'est pour ça qu'il faut faire le diagnostic assez tôt et proposer des biopsies, comme je vous l'ai dit, systématiquement, pour éliminer une œsophagite ésophagophile ou une dégénérescence, mais il n'existe pas encore à l'heure actuelle de protocole bien codifié de surveillance de ces états rénoplasiques survenant sur achalasie de l'œsophage. Diagnostic différentiel. Bien évidemment, nous avons tout ce qui peut donner des troubles moteurs extrinsèques et intrinsèques, c'est-à-dire les néoplasies extrinsèques, les néoplasies intrinsèques, toutes les sténoses, quelles que soient leurs origines, les pathologies secondaires, on en a parlé, n'oubliez pas qu'un trouble moteur peut s'intégrer dans un tableau de pathologies sous-jacentes, la sclérodermie, la pseudo-obstruction intestinale, la maladie de Chagas, post-vagopotomie ou tous les autres troubles moteurs œsophagiques. D'accord? Donc là, c'est un répertoire peu exhaustif, donc il faut évoquer toutes les anomalies motrices, toutes les anomalies organiques, qu'elles soient digestives ou extra-digestives.